Aujourd'hui, on va parler de la gestion des stores pour les applications front-end. Donc, c'est un sujet assez vaste. Donc, avant ça, je vais me présenter. Donc, je suis Thierry Templier, je suis un développeur full stack. Je travaille dans ce domaine depuis 20 ans et je suis indépendant depuis 3 ans. Et depuis à peu près 6-7 ans, je me suis vraiment spécialisé sur les technologies JavaScript. Donc, je participe à la mise en place et à l'architecture d'applications web et j'ai aussi je travaille aussi sur des chatbots, donc je connais quand même bien tout ce qui est NLP, Natural Language Processing. Et je suis aussi contributeur sur Stack Overflow. Je crois que je dois être dans les 3 premiers meilleurs, enfin ceux qui ont contribué le plus sur Angular. Donc au sujet de la présentation, qu'est-ce qui a trait au store management? C'est-à-dire que les grosses choses qui sont relatives. Donc tout d'abord, c'est la problématique de la scalabilité des applications front-end. Et également, enfin, pourquoi on a besoin, enfin, en quoi un store peut nous aider et est important dans les applications front-end, et puis voir quelques solutions populaires pour gérer ce type de problématique. Donc, je ne vais pas être exhaustif, je vais en voir deux qui sont populaires, et je vais aussi parler un peu d'une troisième qui peut nous aider aussi pour gérer un store. Donc, je vais essayer de découper un peu ma présentation en différentes parties, en différents blocs. Donc, des choses plutôt générales en première partie. Donc, le pourquoi de tout ça, à quoi ça va nous servir. Donc, après, en deux, on va parler de Redux, enfin, technologie, gestion de store. Euh, Mobix, par la suite, une autre technologie de gestion de store qui justement, visait un peu à adresser des choses un peu négatives de Redux. On verra également un peu GraphQL, donc on survolera, hein. Je vous expliquerai en quoi GraphQL, ça peut aussi aider à gérer un store. Et puis en conclusion, on fera un peu un récapitulatif, puis on verra un peu tout ce qu'on a vu, en quoi les stores nous ont aidés, les avantages et inconvénients de différentes technologies de store, et qu'est-ce qui peut nous permettre de choisir entre l'une et l'autre. Alors c'est un sujet un peu subjectif, mais on donnera quelques pistes par rapport à ça. Donc oui, avant de commencer, c'est une présentation où il y aura pas mal de code. C'est-à-dire que je vous ai créé plusieurs projets et donc dans chaque partie, on introduira les concepts, on verra un peu les flows de traitement, ce genre de choses, et on ira directement dans le code pour voir concrètement comment mettre en place. Donc j'ai fait des projets assez allégé où on a peu de choses qui ont un trait à l'interface graphique, mais il y a les traitements qui sont vraiment spécifiques aux technologies de store qui seront mis en avant. Donc, je vous décrirai ça et vous pourrez poser aussi des questions à ce moment-là si vous le souhaitez. Donc, on va commencer par la première section. Donc, pourquoi les stores? Donc, tout d'abord, quelles sont les problématiques des applications front-end? Donc, les applications front-end actuellement, elles sont orientées composants. C'est-à-dire qu'en gros, une application, ça correspond à un graphe de composants qui permet de créer toute notre interface graphique, hein, que ce soit l'entête, le menu, les tableaux, ce genre de choses. Donc en fait, on agrège des composants pour modulariser l'application et gérer des parties bien spécifiques d'interface graphique. Donc les composants, ça permet encapsuler les traitements. Et donc en gros, ils peuvent communiquer entre eux à certaines conditions. Donc on peut leur passer des propriétés à ces composants et on peut éventuellement remonter des événements pour notifier d'un événement, d'un clic ou ce genre de choses. Donc une application front-end également, elle doit être en liaison avec les traitements. C'est-à-dire que quand on déclenche un événement sur un clic, ce genre de choses, il faut pouvoir euh, exécuter des traitements. Et ces traitements, la plupart du temps, ils font des communications avec les API sur le serveur, quelle que soit la technologie, hein, que ce soit du REST, du GraphQL, ce genre de choses. Mais il faut pouvoir déclencher ça. Et en JavaScript, la particularité, c'est que c'est des traitements qui sont asynchrones. Donc concrètement, au niveau d'un schéma, donc on a notre graphe de composants avec le composant principal pour l'application. Donc après, on le découpe, c'est un exemple, on le découpe comme on veut, hein, c'est un exemple. Donc on peut avoir le header, un composant avec une liste et un composant qui gère la liste d'éléments. Et donc on voit que le composant de liste,
il va récupérer la liste et il va boucler sur un composant qui adresse lui d'un seul élément. Il va lui passer les propriétés et le composant d'éléments, il peut éventuellement émettre des événements au composant parent. Et le composant parent attrape ces événements-là et peut faire des traitements par la suite. Donc ça, c'est le schéma simple. Donc on voit que en gros, les communications entre les composants, ça se fait de manière hiérarchique. C'est-à-dire que le parent peut passer des choses à l'enfant et l'enfant peut remonter des infos aux parents. Mais le problème, c'est que dans les applications, notre graphe d'objets, il peut avoir différentes branches, ce genre de choses, et il se peut qu'il y ait des composants qui ne sont pas dans cette arborescence parent-enfant, et potentiellement, ils peuvent avoir à communiquer avec d'autres composants de notre application. Donc, imaginons que dans notre application, on a un composant de filtre qui gère un formulaire. Donc, il faut pouvoir, quand on clique sur soumettre les formulaires, par exemple, pour trier la liste des composants, pour trier les données qui sont dans la liste des composants liste, il faut pouvoir stocker ces filtres et puis déclencher un traitement pour que le composant de liste soit notifié de la modification à apporter et rafraîchir son UI. Et ça, les applications orientées composants, ça ne peut pas être géré directement via les relations parents-enfants. Donc, en gros, il faut faire appel à d'autres mécanismes pour notifier, pour partager des données, ce genre de choses. Donc, comment on peut gérer ce genre de choses sans arriver à ce genre d'application spaghetti où ça part dans tous les sens et au final, c'est immaintenable et puis on ne peut pas travailler à plusieurs sur ce type d'application. Donc, en gros, les enjeux de tout ça, c'est d'avoir une structuration qui est cohérente pour toute l'application. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une partie soit gérée de telle manière et une autre partie gérée d'une autre manière. Après, il faut que l'application soit lisible et compréhensible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse comprendre comment les traitements sont déclenchés, comment tous les composants interagissent avec eux, comment ils sont notifiés quand il y a une modification, ce genre de choses. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Puisque souvent, on travaille à plusieurs sur une application. Il se peut qu'un nouveau développeur arrive, un autre parte, donc il faut qu'il puisse rapidement être opérationnel sur l'application et qu'il comprenne ce qui se passe sans avoir à faire de l'archéologie dans l'application. Donc, il faut aussi avoir des traitements prédictibles. C'est-à-dire que quand on déclenche quelque chose, il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe et pouvoir débugger facilement. Et que, comme c'est prédictible, on a des pistes pour suivre le flux de traitement et puis gérer ça de manière assez simple. Donc, il faut aussi pouvoir permettre à plusieurs développeurs de travailler sur l'application en même temps. Donc, il faut quand même avoir des corrélations entre les différentes parties de l'application. Pour éviter, si vous avez fait du Git, vous savez que si on travaille sur les mêmes composants au même moment, enfin, quand on veut refusionner tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut avoir une structuration qui permette ça ou qui facilite ce genre de choses. Et également avoir de l'outillage dans le navigateur pour pouvoir débugger en cas de problème. C'est-à-dire, on a déclenché un traitement, le composant ne s'est pas mis à jour, pourquoi et comment est-ce qu'on peut déduire ce genre de choses. Donc, en gros, il faut avoir un code qui peut scaler. C'est-à-dire que ce qui n'est pas forcément pénalisant quand on a une petite application, va le devenir si l'application grossit, s'il y a beaucoup de développeurs qui vont dessus. Donc, il ne faut pas que ça devienne immaintenable et puis complexe. Donc, le store va nous permettre de pouvoir adresser ce type de problématique. Donc, en gros, un store, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une zone de stockage partagée pour toute l'application. Et souvent, on peut stocker des objets, on peut avoir une arborescence, ce genre de choses. Et souvent, à cette zone de stockage est associé un workflow de mise à jour du store. C'est-à-dire, la librairie, la bibliothèque de store va te dire la manière de mettre à jour le store et comment être notifié. Et donc, quand le store est mis à jour, il y a moyen de détecter les modifications et les composants vont pouvoir s'enregistrer sur le store pour être notifiés quand des choses auront été mises à jour par différents traitements. Donc, en gros, si on résume ça dans un schéma, on a notre application avec nos composants, avec l'arborescence. On a un store. Donc, le store, c'est vraiment dans l'application, c'est-à-dire c'est en mémoire au niveau de votre navigateur. C'est indépendant du local storage ou des choses comme ça. Donc, les composants vont pouvoir déclencher des traitements qui vont faire des choses. Ça peut appeler des API ou d'autres choses. Après,
Ça va permettre de mettre à jour le store et les composants qui seront enregistrés auprès du store de l'application vont pouvoir être notifiés et l'interface graphique qui est gérée par les composants va pouvoir être mise à jour de manière automatique. Donc c'est ça l'idée générale des stores. Après, il y a une déclinaison différente suivant les technologies, mais le schéma global est celui-là. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail des implémentations des stores. Donc, une implémentation qui est assez connue, c'est Redux. Donc, ça a été c'est inspiré de l'architecture flux. Donc, l'architecture flux, en fait, c'est euh, une architecture qui a été poussée par Facebook quand ils ont complètement refactoré leur manière de voir les applications web. Il y a une vidéo par rapport à ça, je vous l'ai mis à la fin de la présentation. Donc l'idée, c'est qu'ils avaient des bugs qu'ils n'arrivaient pas à résoudre de manière convenable à leurs yeux. Donc du coup, ils ont complètement changé ce genre de choses. Donc ça a été popularisé par React, bah, forcément Facebook, sachant que React est une librairie et qu'elle peut être utilisée sans Redux, sans problème. Mais c'est vrai que quand on a des applications qui grossissent, où il y a pas mal de traitements, pas mal d'interactions avec des API serveurs, bah, c'est assez efficace d'utiliser deux enfin, dans la même application. Donc c'est influencé par la programmation fonctionnelle. On verra dans le code à quoi ça correspond. Il fournit des mécanismes pour gérer et interagir avec un store, qui va nous décrire comment est-ce qu'on peut mettre à jour le store via la librairie. Et deux points qui sont très importants, c'est que le store est immuable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas pouvoir modifier des éléments dans le store, mais on va fournir une nouvelle instance de tout le store dans laquelle on aura mis une petite partie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en fait, quand le store globalement sera mis à jour, automatiquement, l'application sera notifiée et les composants pourront être mis à jour. Mais si on modifie une partie du store sans reconstruire complètement le store, ça ne fonctionnera pas, les composants ne seront pas mis à jour. Et donc, un autre point important, c'est que les flux de traitement sont unidirectionnels, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement qui est toujours le même pour mettre à jour le store. Donc, c'est utilisable avec n'importe quelle bibliothèque et framework front, que ce soit Angular, React, Vue, que ce soit avec Redux directement ou avec des choses qui reprennent ces principes. Donc, la bibliothèque de base, c'est Redux. Donc, concrètement, le workflow général. Donc, tout d'abord, on va séparer deux types de composants, ce qu'on appelle les smart composants. Donc, c'est les composants qui seront en interaction avec le store, c'est-à-dire qu'ils pourront déclencher des choses et être notifiés quand il y a des modifications au niveau du store. Et ce qu'on appelle les composants de présentation, c'est ceux qui n'auront aucune connaissance du store, c'est-à-dire qu'ils recevront des propriétés en entrée et ils lèveront des événements. Et après, ça sera le smart component, c'est-à-dire le conteneur qui gérera ça pour eux. Donc les composants de présentation complètement indépendants du store. Donc ça permet de bien modulariser les choses et d'éviter d'avoir des traitements qui soient mélangés et pour lesquels on ne se retrouve pas trop. Donc après, le flux unidirectionnel dont je vous parlais, c'est qu'en fait, on va dispatcher une action. L'action va décrire ce qu'on veut faire, par exemple, charger une liste to-do, par exemple, ou mettre à jour un to-do. Après, on va passer par ce qu'ils appellent un réduceur. Alors, le terme est un peu barbare, mais en gros, c'est une fonction, donc une fonction pure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une fonction pure? Ça veut dire que c'est une fonction qui prend un paramètre en entrée et donne quelque chose en sortie. Et il n'y a pas d'effet de bord, c'est-à-dire qu'elle ne va pas appeler des traitements en dehors de son scope, elle ne va pas faire des appels Ajax, des choses comme ça. Elle prend quelque chose en entrée et elle récupère quelque chose en sortie. Donc, globalement, on prend le store, l'état du store en entrée et l'action qui arrive, et on va créer une nouvelle instance du store. Et le fait de retourner cette nouvelle instance, ça va mettre à jour le store automatiquement. Et en faisant ça, en fait, le store va notifier les composants directement pour qu'ils soient mis à jour. Donc ça, c'est très bien, mais vous allez me dire, où sont les traitements asynchrones dans tout ça? Parce que, bah, bien évidemment, quand on déclenche des actions, on aimerait bien, dans l'absolu, hein, on aimerait avoir la possibilité de déclencher un appel à une API ou ce genre de choses, un appel HTTP. Donc en fait, pour ça, il faut utiliser d'autres librairies en plus qui vont étoffer un peu tout ça et qui vont mettre en place ce qu'on appelle des side effects. Alors, suivant les technologies, c'est pas exactement ce terme-là. On a side effects, on a effects, on a epics.
mais bon, ça concerne la même chose. C'est-à-dire que en fait, c'est quelque chose qui va réagir à une action, qui va pouvoir déclencher des traitements asynchrones et après va pouvoir dispatcher d'autres actions pour mettre à jour le store via le réduceur. Donc en gros, c'est charger par exemple des to-do. Ça va faire une requête HTTP pour charger les to-do. Et une fois que ça sera, on aura récupéré sans erreur, on dira bah, on va dispatcher l'action load to-do successful par exemple. Ou s'il y a une erreur, bah, avec failure. Et donc après, on passera là-dedans et on pourra mettre à jour le store. Donc c'est ça l'idée. Mais c'est toujours le même principe. Donc en gros, euh, quels sont les modules en plus? Donc Redux Func, donc on va pouvoir déclencher des actions sous forme de fonctions. C'est ce que je vais vous présenter, c'est le plus simple. Redux Saga, ça met en place des side effects. Et Redux Observable, c'est side effects. Enfin, dans ce contexte-là, c'est des epics avec du RxJS. RxJS, c'est une librairie pour faire de la programmation réactive. Les observables, faire des subscribes, des choses comme ça. Et pour Angular, c'est pas du Redux. Enfin, on peut utiliser Redux, ces librairies-là, si on le souhaite. Mais il y a une librairie qui est vraiment dédiée à ça, enfin, qui met en place le concept de Redux, c'est NGRX. Donc, on va commencer, on va faire un peu de code. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, on va commencer. Je vais peut-être faire du React en premier, ça va être plus simple pour comprendre. Donc, l'application React, je l'ai générée précédemment hein, avec Create React App, enfin, cette librairie en ligne de commande. Donc après, vous voyez, c'est une structure classique. Donc, le point d'entrée, c'est l'index.js sous SRC. Donc, moi, j'ai mis un petit routeur, j'aurais peut-être pas dû. L'idée, en gros, c'est de wrapper, pour installer Redux, l'idée, c'est de wrapper votre composant de base ici avec le composant provider qui vient de React Redux. Et lui va vous permettre en fait de référencer un store que vous avez créé juste au-dessus. Donc le store, il se base sur un réduceur. Donc en fait, le réduceur, vous vous souvenez hein, dans le schéma, c'est les fonctions qui vont permettre de mettre à jour le store. Et donc là, j'ai rajouté quelque chose pour pouvoir utiliser les outils Redux dans le navigateur et Redux Func pour pouvoir utiliser les actions sous forme de fonctions et pouvoir gérer en fait des traitements asynchrones. Donc, on va regarder le root reducer, à quoi il ressemble. Donc, en gros, ça va nous permettre de configurer notre store et les manières de le mettre à jour. Donc, pourquoi est-ce que j'utilise le Combine Reducer? Parce qu'en fait, le store peut être partitionné en plusieurs parties en fonction de nos domaines fonctionnels. Donc là, moi, j'en ai qu'un, mais potentiellement, on pourrait en avoir plusieurs, donc on pourrait en définir plusieurs. Et donc, ça va permettre de dire, bah, to-do reducer va être une partie, et ça va permettre de gérer les to-do. Donc, si on regarde dans ce reducer-là, on voit qu'on définit uniquement une fonction qui, en entrée, va prendre le state et l'action courante qui a été déclenchée. Et à partir de ça, on va regarder le type de l'action et on va régénérer un état. Donc, pour ceux qui ne sont pas au fait de l'opérateur spread, là, en gros, ça permet de déstructurer un objet. Donc, ça veut dire qu'en fait, on prend cet objet-là, on le déstructure avec toutes ses propriétés et on en rajoute, on en écrase deux. Donc, c'est-à-dire que si on déclenche l'action pour charger les to-do, on va mettre le in progress à true et on va dire que bah, les to-do, pour l'instant, ils sont en lieu. Et une fois que la requête asynchrone sera là, on dira que bah, on a bien récupéré les infos, on va faire un complete. Et donc là, dans le cas, on va mettre la fausse. Et après, on va récupérer les to-do qui sont dans l'action. Donc c'est ce que ça nous dit actuellement. Donc, après nos actions, si on regarde l'action, on a deux actions, donc des actions de type Redux Func qui vont retourner une fonction et ceux qui retournent directement un objet. Donc celles qui retournent une fonction vont nous permettre de gérer des traitements asynchrones et ceux qui retournent uniquement des objets, bah, il n'y aura pas de ce traitement asynchrone dans le. Donc le premier, vous voyez, il dispatche une action avant même de faire la requête asynchrone en disant bah voilà, je veux charger, j'ai déclenché le chargement des to-do. Donc on va pouvoir être notifié et puis par exemple mettre quelque chose, dire bah, traitement en cours par exemple sur lui.
Et donc, une fois qu'on a récupéré les infos, bah, on va dispatcher notre action load to do complete avec les résultats dedans. Donc là, je ne l'ai pas fait pour les erreurs, mais on pourrait faire un dispatch load to do failure, par exemple, avec l'erreur, si on veut afficher l'erreur au niveau du composant. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va voir comment on s'est géré au niveau de nos composants. Donc, là, on a le container, composant container, et là, on a les composants de présentation. Donc, le container, vous voyez qu'en fait, il faut utiliser la méthode connect qui va nous permettre en fait, de définir ce sur quoi on veut se rattacher dans le store et quelles sont les actions qu'on veut déclencher. Donc là, on dit qu'on veut se baser sur le champ to-do, qui est une liste de to-do, dans le réducteur to-do, qui est dans le state. Et on veut pouvoir déclencher l'action to-do qui va faire un dispatch de l'action to-do. Et donc, en fait, on frappe le composant de présentation avec ces propriétés-là. Et donc, en React, on va descendre ça sous forme de propriété. Donc, vous voyez ici, dans notre composant to-do, donc je définis sous forme de fonction, parce qu'on peut faire ça en React. J'utilise des effects. Donc ça permet de dire bah, la première fois en fait, que le composant va être évalué, cette fonction-là va être appelée. Donc, en gros, on va charger les to-do. Et donc, on voit que les to-do sont également redescendus, puisqu'on les a définis ici, pardon, et on va pouvoir les afficher. C'est-à-dire, si on a des to-do, on va les mapper dans un composant. Alors, vous voyez, les composants, c'est assez rudimentaire ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait un petit serveur mock qui fait le truc en mémoire. Donc, React Redux. Donc, je lance mon application. Donc, je démarre les DevTools. Donc, je vais sur la route to do. Et donc, on voit que. Alors, j'ai fait exprès de mettre une API qui renvoie des données au bout d'une seconde, je crois, pour qu'on voit bien justement qu'il y a plusieurs actions qui sont dispatchées. Donc, on voit qu'on a le plugin Redux dans Chrome qui va en fait nous permettre de dire, de suivre ce qu'on a fait. Donc, on voit que tout d'abord, on a déclenché l'action load to do start qui permet de déclencher le chargement des traitements via un appel asynchrone. Donc, ça, c'est juste avant l'appel asynchrone. Donc, on voit qu'on a mis le in progress à true et puis on est bien nul ici. Et une fois que la requête a récupéré les infos et que le retour a été récupéré, donc on voit dans les actions ici, on voit qu'on dispatch load to do complete. Donc c'est ce qui s'est passé. Et là, on voit qu'il y a eu un changement dans le store. Donc on voit les différentiels ici. On voit que true est passé à false, c'est-à-dire qu'on n'est plus en in progress. La requête, c'est fini. Donc dans notre cas, en succès. Et on voit qu'on a récupéré les to-do. Donc si on regarde dans l'état de notre store, on voit qu'on a bien nos to-do. Et comme, comme on est connecté dessus via notre composant, là, via le connect, on récupère en fait les infos qu'on peut afficher dans une boucle. Donc voilà l'idée. Donc je vais vous montrer le pendant de ça avec NGRX. Donc le fonctionnement est similaire, sauf qu'après, React, Angular, c'est pas la même chose. Hein. Donc forcément, il y aura une autre. Il y aura une autre terminologie, quelque chose. Donc on voit que donc ceux qui connaissent Angular, on a un composant strike des modules. Le module permet de définir soit utiliser. Donc on va apporter d'autres modules correspondant au store. Thierry, excuse-moi, je te coupe. En fait, je pensais être la seule, mais ça grésille depuis 3 minutes. En fait, quand tu parles, je ne sais pas si tu as moyen de changer quelque chose, mais il y a un petit grésillement. D'accord.
Attends, je pense que Là, on t'entend bien. l'ordinateur. Là, il n'y a plus de Là, grésillement, en tout cas. Ouais, là, c'est parfait. d'accord. Ok, Je te coupe si jamais ça revient, ok? d'accord. À tout à l'heure. Merci. Donc oui, du coup, on importe les modules donc, pour la gestion du store. Donc pareil, on va définir les réduceurs. Donc, vous voyez, il y a d'autres propriétés qu'on peut définir, des méta-réduceurs, des checks, enfin, ce genre de choses. Donc, notamment par rapport à l'immutabilité. Donc, enfin, bon, on ne se préoccupe pas de ça. On peut aussi définir tout ce qui est tooling pour voir dans le navigateur comme on le faisait tout à l'heure. Et maintenant, le truc en plus, c'est qu'on va définir des effets, les side effects qu'on a vus pour les traitements asynchrones. Donc, si on regarde au niveau des réduceurs, donc c'est quelque chose de similaire. On va pouvoir partitionner en fait notre store, donc avec des to-do. Donc après, on crée comment dire, notre réduceur ici. Donc toujours pareil, il y a deux niveaux. Et dans le réduceur, bah, ça va être pareil, ça va être une fonction. On voit qu'on récupère le state. Alors après, c'est du TypeScript, donc il y a du typage maintenant. C'est-à-dire qu'on définit ce qu'on a dans en termes d'éléments et puis aussi leur type. Donc là, on a des to-do avec en gros un ID et puis un nom. Et après, on a notre switch case, comme l'autre fois, pour dire, bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a l'action qui se produit. Donc si on regarde maintenant l'effet, donc l'effet maintenant, c'est bah, c'est un peu plus élaboré que dans React. Après, voilà, chacun, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est différent. Ça met en œuvre la programmation réactive. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, par convention, en Angular, quand il y a un dollar à la fin des variables, c'est des observables. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut implémenter un data flow de traitement. Donc on peut utiliser l'opérateur pipe qui va nous permettre de dire, bah voilà, l'action qui arrive, elle est de type, là vous voyez, on arrive un peu en programmation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on lit en fait ce qu'on fait. Donc si elle est de type load to do, bah, on va la traiter et on va faire un traitement sur cette action. Donc merge map, ça veut dire qu'à partir d'un observable, on va en créer un nouveau. Donc là, avec l'HTTP client d'Angular, on va déclencher une requête. Et à partir de cette requête, on va la mapper pour déclencher, pour retourner une action, load to do complete, avec les résultats qui sont bons. Donc voilà l'idée. Euh, donc là, en fait, on a fait nos traitements. C'est-à-dire que on a l'effet qui va réagir à un déclenchement d'une action pour charger les to-do et le réduceur qui va, une fois qu'on a reçu l'action load to-do complete avec les données, va pouvoir mettre à jour le store. Donc ce que je ne vous ai pas montré, c'est les actions. Donc les actions, c'est assez simple. Donc il y a un type qui est sous forme de clé qui doit être unique dans toute l'application. Vous voyez, on met le type en read-only ici. Et après, on peut avoir un payload en plus qu'on va passer via le constructeur de notre action. Donc maintenant, au niveau des composants. Donc notre composant, vous vous souvenez, hein, composant conteneur qui lui va interagir avec le store et composant de présentation qui lui va adresser la présentation. Donc dans notre composant, c'est un composant Angular, hein, il est décoré de components. Donc on va lui injecter le store. Donc store, c'est une instance de NGRX store qui correspond à l'instance du store dans l'application. Et à partir de ça, on va pouvoir référencer en fait des infos dedans. Donc le store, c'est un observable également. Donc on peut faire des selects dessus. Et là, en gros, je dis que je veux référencer les to-do. Donc si on regarde to-do, vous voyez, c'est state.todo. Donc c'est les to-do dans la partition du store qui est relative au to-do. Et je peux également dispatcher des actions en lui passant une action en paramètre. Donc, ouais, donc c'est le même fonctionnement que pour React avec une syntaxe et une écriture qui est spécifique à Angular. Et donc, en fait, là, on reçoit des observables, ce qui est normal, hein, parce qu'en fait, quand on va être notifié, bah, un événement va être envoyé dans l'observable qui va réagir pour mettre à jour l'interface. En React, c'est un peu plus masqué que ça, quoi. Et donc, on va utiliser le pipe A5 qui permet en fait de souscrire à cet observable. Et quand un événement arrive, ben, ça sera la valeur qui sera passée en paramètre de l'objet to-do, l'objet de présentation.
Donc, si on regarde l'objet to do, hein, c'est assez simple. Donc, l'équivalent des props en Angular, c'est des décorateurs input. Et donc, en fait, quand arrive la mise à jour, on va recevoir la nouvelle valeur des to-do et on va pouvoir boucler dessus avec un ngFor et afficher le nom du to. Donc, si on regarde ce que ça donne avec NGRX, ngserve, et on va voir en fait que c'est exactement le même principe et on va voir qu'on va pouvoir aussi utiliser le même outil dans Chrome pour voir les actions qui ont été déclenchées. Donc, on attend qu'il se lance. C'est un peu lent à démarrer. Alors, je ne sais pas si en attendant, si vous avez des questions du coup par rapport à ça, par rapport à Redux, par rapport à la manière de mettre en œuvre ces mécanismes dans React et Angular, ben, n'hésitez pas. Je pense que tu étais très clair jusqu'à présent, parce que pour le moment, on n'a pas eu de questions. En tout cas, n'hésitez D'accord. pas. Je pense que vous avez vu que vous avez un espace pour nous écrire. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Et si on a un petit peu de temps, comme ça, Thierry pourra y répondre. Pour le moment, en tout cas, rien du tout. Ok. Donc on voit le principe, hein, on a bien chargé les choses. Et si on regarde dans Redux, bah, on a donc on a des choses, des actions un peu spécifiques à NGRX. On voit que le chargement des to-do, et on voit que j'ai pas géré le pending là. Donc on voit que quand ça arrive, et donc au niveau du state, on voit bien qu'on a ce genre de choses. Voilà. Alors, on vient de recevoir deux Ah, questions, Thierry. Je ne sais pas si tu les vois. ouais, On je te vois. demande voilà, un retour d'expérience justement sur NGX et qui a l'air populaire chez les utilisateurs d'Angular. Bah, j'ai pas eu trop de retours là-dessus, honnêtement. Moi, je suis plutôt parti sur NGRX parce que bah, c'était la lib qui était vraiment poussée par Angular. Et puis, au niveau, il y avait une bonne intégration en fait avec RxJS, qui est la librairie Oui. pour faire de la programmation réactive. Donc, je suis plutôt parti là-dessus. Euh, bon, désolé. Je crois que dans le, il y a je donne un nom d'un site à la fin de comparatif et je crois qu'il y est cet outil-là, NGIXS. Alors, comment fais-tu pour lancer le Redux de l'application qui est dans Google Store? Bah, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, il y a une partie d'instrumentation là. Et donc ça permet en fait de se connecter à ce qu'il y a dans. Euh, si je relance. Donc en fait, on installe un plugin dans Chrome, il y en a aussi un pour Firefox. Et donc en fait, quand on ouvre les DevTools, on a un onglet Redux qui s'ouvre. Et automatiquement, quand l'application elle démarre, puisqu'on a mis ce code-là, en fait, bah, automatiquement, l'extension Chrome va détecter en fait qu'il y a un store qui est en cours d'utilisation et automatiquement, il va afficher les propriétés de ce store-là, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, on utilise environnement production parce que bon, c'est quelque chose qui consomme un peu quand même, je pense qu'il doit y avoir un peu des fuites mémoire aussi. Enfin, et donc en prod, en fait, il ne faut pas l'activer. Donc du coup, on charge l'instrumentation, on se connecte à cette application dans le store Chrome uniquement quand on est en mode pas production, c'est-à-dire en mode dev. Donc ça, c'est paramétrable dans les environnements ici, hein. Vous voyez production false, et là production false. Donc en fait, quand on fait un ng build, après, il, comment, il va détecter ça et charger le module différemment. Donc il y a une autre question. J'ai pas envie de faire dériver ta promotion. Pour pouvoir faire un parallèle avec le behavior subject. Oui, alors le behavior subject, en fait, en fait, l'observable, il gère pas un état, c'est-à-dire qu'il reçoit des événements, il souscrit et il les traite. Le subject, lui, il peut recevoir et émettre, et le behavior subject, en fait, il va mémoriser en fait les données. Il va y avoir, comment dire, on peut passer une variable en entrée, ce genre de choses. Donc, concrètement,
NGRX se base sur Behavior Subject pour son implémentation, mais il y a tout un cadre autour, c'est-à-dire qu'il y a les effets, il y a les actions, il y a le réducteur. Donc il y a tout un flow de traitement unidirectionnel qui est mis en place autour de ça. Donc ce que je dirais, c'est que Behavior Subject, c'est l'entité de base qui est utilisée au niveau RxJS, mais que NGRX propose tout un cadre autour de ça pour mettre en œuvre le pattern flux dans vos applications. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer sur Mobix. N'hésitez pas si. Donc, je vais repasser sur la présentation. J'avais fermé parce que je pense que ça consommait un peu de mémoire. Du coup. Désolé, c'est un peu long. J'ai l'impression que ça grésille de nouveau. Ouais, en fait, c'est quand les traitements sont lourds. Ah. Bon. Donc, on était Redux. Donc, on va partir. Donc, si on fait un peu un retour sur tout ça. Je vous ai mis quelques commandes parce que bah, c'est un peu verbeux, donc il y a pas mal de choses qu'on peut générer avec les schématics de Angular. Les schématics, en fait, c'est une librairie qui permet de générer des choses en ligne de commande via Angular CLI. Et NGRX, il fournit une implémentation de tout ça, et donc on peut générer tout le squelette de départ avec les effects et les réducteurs bien configurés comme il faut. Et après, on peut également ajouter d'autres réducteurs, enfin, ce genre de choses. Donc un peu un retour sur Redux. Donc c'est relativement lourd à mettre en place, même si là, vous voyez, hein, je me suis concentré vraiment sur le code relatif à cette librairie-là. Donc au final, il n'y a pas forcément énormément de code pour le mettre en place, mais ce qui est un peu compliqué, c'est il faut bien identifier les différents éléments, comment ils s'articulent les uns avec les autres. Et c'est vrai que quand on est un peu novice dans ce type de technologie, on a vite fait de s'y perdre. Donc après, c'est un des retours négatifs entre guillemets qu'on fait à Redux, c'est que c'est très verbeux. C'est-à-dire qu'il faut créer des actions, il faut les coder, après il faut coder les réducteurs, après il faut coder les effects. Donc du coup, ça fait pas mal de code à mettre en place pour euh, uniquement implémenter par exemple, vous voyez, hein, pour charger ma liste de to-do, j'ai trois actions, j'ai un réducteur, j'ai un effect. Enfin bon, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'arquette directement, quoi? Donc c'est un peu le. Par contre, un point qui est assez positif, c'est que c'est très structurant, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est plusieurs sur une application, on sait exactement comment ça fonctionne, quoi. On sait qu'il faut dispatcher une action pour déclencher des traitements. On sait que pour mettre à jour le store, il faut passer par un réducteur. On sait que nos traitements asynchrones, nos interactions avec le serveur vont être dans les effects. Donc, notre application est bien structurée, on voit bien les choses. Et quand on veut mettre en place une nouvelle fonctionnalité, bah, on sait comment faire. Donc, c'est un des points qui est plutôt positif. Donc, je vais passer à la deuxième technologie que je voulais vous montrer, qui est arrivée par la suite. Donc, il s'agit de Mobix. Donc, c'est un peu une réponse à la complexité de Redux. Il y a beaucoup de choses à écrire, ce genre de choses. Donc, ça voulait apporter une solution qui était beaucoup plus simple pour gérer votre store. Donc, ça nous fournit une gestion de store, hein, comme le fait Redux, ainsi que la manière de le gérer et la manière d'interagir avec lui. Alors, la grosse différence avec Redux, c'est que le store, maintenant, il est muable. C'est-à-dire qu'en fait, on peut directement modifier des choses dedans. On n'est pas obligé de reconstruire le store à chaque fois et de le retourner. Par contre, il n'y a pas de flux de traitement imposé. Donc, c'est sûr que c'est bien, on va aller plus vite pour faire les traitements. Par contre, on perd un peu cette structuration qu'on avait dans Redux. Donc après, ça dépend des applications, ça dépend des personnes.
Certains vont dire que c'est un atout, d'autres personnes vont dire bah, c'est un peu un inconvénient parce que c'est plus flexible, donc on peut partir un peu dans des directions diverses. Après, c'est une programmation qui est réactive implicite. Alors, c'est un terme un peu barbare, un peu, enfin, vu comme ça, c'est dur à comprendre, mais l'idée, c'est que l'application, elle va réagir euh, toute seule sans qu'on ait en fait à souscrire dessus, sans qu'on ait à souscrire sur le store. C'est-à-dire que Mobix va détecter en fait les modifications dans le store directement et va notifier l'application, mais on n'aura pas besoin de se lier au store vraiment explicitement. Un autre point important aussi, c'est qu'on va pouvoir appeler directement des actions qui sont définies dans le store. Donc, je vais vous montrer comment on fait ce genre de choses. Donc, une des choses qui est intéressante également, c'est que le support des niveaux de profondeur est simplifié, c'est-à-dire qu'on peut directement modifier une propriété dans, par exemple, un élément dans une liste et ainsi de suite. On n'aura pas les effets qu'on a dans Angular où justement la détection de changement passe pas bien parce que lui, il regarde les objets directement et pas les éléments dans les listes, ce genre de choses. Et donc, comme Redux, ça peut être utilisé n'importe quelle bibliothèque et framework front, Angular, React, Vue. Et donc, on a la bibliothèque Mobix. Donc, si on fait un schéma du workflow général, donc on va garder cette séparation entre les composants containers et les composants de présentation, euh, qui est bien, hein, parce que ça permet de séparer les responsabilités des composants. Euh, et donc, cette fois, on voit qu'on n'a plus ce flux unidirectionnel. C'est-à-dire que pour mettre à jour quelque chose enfin, dans le store, bah, on va appeler une action qui est en gros une méthode dans le store directement. Et quand on mettra à jour des attributs d'éléments définis pour ce sort, automatiquement le store sera mis à jour et les notifications reviendront dans les composants automatiquement. Donc vous voyez déjà le schéma est plus simple, mais peut-être un peu moins structuré. C'est-à-dire que les smart composants, ils peuvent appeler les actions, on peut créer nos actions un peu comme on le veut dans l'appli. Donc, on va repartir sur du code. Donc, on va commencer avec React, comme tout à l'heure. Donc, vous allez voir que au niveau de l'initialisation des stores, c'est assez similaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un composant provider qui va nous permettre de wrapper euh, notre application, notre composant, le composant principal de notre application. Et nos stores, maintenant, ça va être une classe dans laquelle on va tout regrouper. Donc, on va définir les éléments tout ici. On a également les intégrateurs tout à l'heure. Et on a des actions qui vont nous permettre précisément ce qu'il faut prendre. Alors C'est Thierry, qu'en fait, si on modifie les. Ça commence. ouais, là vraiment c'est très compliqué de te comprendre, je pense. Sauf s'il n'y a que pour moi, mais ça grésille énormément quand tu parles. D'accord. On fait peut-être une petite pause Je ne sais pour. pas si c'est mieux. Là, pour le Je moment, suppose que c'est c'est mieux. mieux. D'accord. Oui, donc, si je reprends, on a tous les éléments qui sont annotés avec Observable. C'est ceux en fait pour lesquels on va pouvoir, qui vont être compris dans notre store, pour lesquels on va pouvoir modifier, qui vont pouvoir être modifiés. Donc on a la liste des to-do, notre composant in progress. Et donc on voit qu'on a également des composants qui sont décorés avec action. Donc, ça peut marcher si on ne met pas l'action, parce qu'en fait, dès qu'on modifie quelque chose qui est annoté, enfin qui est décoré avec Observable, automatiquement le store va le prendre en compte. Mais vous voyez que le problème d'ici, c'est que si on a 4 choses qui sont mises à jour, bah, il va y avoir 4 rafraîchissements du composant qui est lié à ce store. Donc c'est un peu embêtant. Donc en fait, le fait de mettre action, ça va permettre de dire qu'il y a une atomicité dans les modifications. C'est-à-dire que en fait, la détection des changements va se mettre en pause euh, avant d'appeler la fonction. Et une fois que la fonction aura terminé de s'exécuter, euh, euh, la détection de changement va repasser et tout ce qui a été mis à jour pendant l'exécution de la fonction va être pris en compte par les composants. Une autre chose que vous voyez également, c'est en fait que les fonctions de rappel de la promesse pour l'appel asynchrone sont également décorées avec action.
puisqu'en fait, l'action qu'on met ici, il est valable pour le flux courant de la fonction. Et les callbacks ne sont pas dans le flux courant de la fonction, donc il faut également les décorer si on veut avoir ce type de fonctionnement. C'est-à-dire que si là, on veut mettre à jour 4-5 choses dans la callback, ça sera pris en compte de manière atomique puisqu'on a décoré avec action. Parce qu'un décorateur, c'est rien d'autre qu'une fonction. Donc si on va voir dans le composant ce que ça donne, donc la définition de notre composant container est un peu différente. Donc on va lui dire qu'on injecte le to-do store. Le to-do store, hein, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a défini ici, là, le to-do store. Et donc après, si on veut pouvoir déclencher des choses, il faut le wrapper aussi par observer qui permet de lier ça et d'être notifié quand il y a des changements. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur les modifications du store. Donc là, on refait la même chose que tout à l'heure, avec les traitements qui sont déclenchés la première fois que le composant est chargé, enfin après le premier chargement. Donc on déclenche l'action. Vous vous souvenez, hein, l'action, c'est ce qu'on a ici, qui est décoré par action. Donc on va faire les traitements asynchrones. Et on voit ici que on se lie au store via les propriétés. Et donc la liste des to-do dans le store vont être utilisées et passer au composant to-do pour être affichés. Et on voit dans le composant to-do, on fait quelque chose de similaire à tout à l'heure, hein. Il est même similaire à ce qu'on avait avec Redux. C'est uniquement le container qui change. Où là, en fait, il va itérer sur cette liste et puis afficher les choses. Voilà pour. Vous voyez, c'est assez simple. On n'a plus cette notion d'action, on n'a plus cette notion de réduceur, ce genre de choses. C'est-à-dire que maintenant, dans le store, on modifie directement la propriété sur laquelle on a un décorateur observable et automatiquement le store est mis à jour et les composants qui sont liés sur cette propriété sont automatiquement rafraîchis. Donc, si je vais passer maintenant à Angular, donc ça va être quelque chose de similaire. C'est juste le formalisme qui change un peu. Donc, si on, pareil que tout à l'heure, on va regarder le module. Donc, on voit que désormais, on inclut le module Mobix Angular qui va bien tout câbler, qui va surcharger en fait la détection de changement pour faire des rafraîchissements. On va créer notre store. Donc dans le store, donc là, c'est juste une facilité. Donc on va avoir pareil des observables et on va avoir des actions de la même manière. Donc, et si vous voulez, vous vous souvenez tout à l'heure, la callback était décorée par action, donc on peut le faire, mais on a également une fonction run in action qu'on peut utiliser. Alors si on n'utilise pas cette fonction, ça marchera, hein. C'est juste que y a cette histoire d'atomicité qui ne sera pas supportée au niveau des mises à jour. Il se peut que ça perturbe les performances puisque ça sera mis à jour plusieurs fois dans la même callback. Et donc des appels de détection de changement dans les composants Angular qui seront faits plusieurs fois. Donc au niveau des composants, c'est quelque chose de similaire à tout à l'heure. Donc maintenant, on va se lier. Bon, ça, on n'a même plus besoin, c'est un truc qui traîne. Donc on va injecter le store, donc, celui qu'on a instancié, puisque je l'ai mis en injectable, je ne sais pas si vous avez vu, donc du coup, il fait partie de l'injection de dépendance d'Angular, donc on peut l'injecter. Et on a accès directement aux propriétés qu'il y a dedans. Donc, par exemple, les to-do. Donc là, il n'y a pas d'observable explicite, hein, au sens RxJS. Donc on peut passer l'élément directement. Et on peut déclencher les actions, puisque le store, la méthode est directement accessible dessus. Donc on peut déclencher les choses. Vous remarquerez cette directive ici, là, Mobix Autorun, qui permet en fait de surcharger, en fait, de modifier la manière dont Angular va détecter les changements, puisqu'en fait, Mobix va gérer ce genre de choses pour savoir quand rafraîchir la vue ou pas en fonction des mises à jour, puisque c'est lui maintenant qui va gérer en fait la détection de changement, c'est-à-dire qu'il va savoir quand la
propriété a été mise à jour dans le store, donc il va savoir quand mettre à jour le composant. Et donc, voilà le composant qui reste le même au niveau du composant de présentation. Donc voilà pour Mobix avec React et Angular. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Non, toujours pas de questions. Toujours pas. Ok. Ah si, il y a Guillaume qui nous demande comment modéliser une liste de listes. D'accord. Alors, je ne sais pas dans quelle technologie, c'est avec Mobix, c'est ça? Alors j'imagine, je pense qu'il va nous l'écrire dans une seconde. Par exemple, il nous dit oui. Bah, en fait, dans le store, on n'est vraiment pas. On peut faire vraiment ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que moi, ici, j'ai mis to do, mais on pourrait avoir dans mon modèle ce genre de choses, mais on pourrait avoir, je sais pas, avoir des interfaces comme ça, quoi. Donc après, ça permet de décrire ce qu'on a, to-do list. Donc dedans, on peut avoir to-dos avec des choses comme ça. Et puis ici, je sais pas, dedans, on peut mettre dans les to-do, je sais pas, on peut avoir des notes, par exemple. Ça serait des strings comme ça. Et donc, en fait, là, ça nous permet de dire qu'on a une. Et après, dans le store, on peut référencer ici une, to-do list plutôt qu'une liste de to-do, quoi. Et après, on modifie, en Mobix, on a vraiment la main sur modifier notre objet et ce qu'il contient de la manière dont on veut, quoi. En Redux, ça sera un peu plus verbeux à faire parce en fait, il faudrait, dans les différents niveaux, recréer les choses, quoi. Alors, je vais écrire en pseudo-code ici, mais par exemple, si donc on va dire dans notre liste, il faudrait dire que notre liste est égale à state.list et dedans, alors je ne sais plus comment je l'ai appelé dedans. Donc là, on recrée notre liste. On va faire un truc comme ça plutôt. Liste égale liste state.list. Il faudrait mapper. Donc là, on aura un to-do. Et puis pour chaque to-do, bah, il faudrait redescendre encore, quoi. C'est-à-dire reprendre le to-do, et puis les notes, to-do.notes, .map, et ainsi de suite, quoi. Je sais pas si tu vois le truc. Parce qu'en fait, en Redux, il faut recréer le state complètement, quoi, à chaque fois, quoi. Alors avec l'opérateur spread, là, c'est assez simple, parce que en fait, on met par défaut, on recrée un objet à partir du state précédent, et ce qu'on rajoute en plus ici, c'est ce qu'on modifie, quoi. Mais il faut créer une nouvelle instance du state à chaque fois en Redux, ce qui n'est pas le cas en Mobix, quoi. Le problème de performance, bah, en fait, le truc, c'est que c'est sûr que si tu prends tout le store au global, là, il peut y avoir des problèmes de performance. Mais comme je l'ai montré, en fait, on peut partitionner notre store par domaine. Donc, moi, j'avais pris juste les to-do et je sais pas, on peut avoir d'autres domaines pour, je sais pas, l'authentification, je sais pas, ça peut être le profil, ce genre de choses. Donc, en fait, on va recréer uniquement un sous-ensemble du state. Et donc, si on arrive à partitionner et que les sous-parties ne sont pas trop importantes, les performances vont rester acceptables. Je suis d'accord que si on fait tout le state, oui, là, il peut y avoir des impacts. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je vais repartir sur les stores, sur les slides, pardon, pour la fin de la présentation. On y est presque. Donc je vais rapidement vous parler un peu de GraphQL. Donc ça arrive tranquillement. Voilà, GraphQL. Donc en fait, GraphQL, c'est quelque chose d'assez populaire. C'est pour mettre en fait un langage de requête au-dessus d'une API et minimiser en fait les appels REST. Parce que souvent, quand on fait des applications et qu'on interagit avec le serveur, on n'a pas toujours les infos qu'on a en une seule requête. Donc on est obligé d'en faire plusieurs. Et GraphQL, il adresse ce genre de problématique en permettant de faire des queries qui vont dire ce qu'on veut exactement dans la requête. Et quand on fait l'appel
appel HTTP. En fait, on récupérera toutes les infos dont on a besoin, donc on n'aura pas besoin de faire des allers-retours pour ce genre de choses. Donc, par contre, GraphQL, il faut qu'il soit sur le serveur et le client pour qu'ils puissent communiquer. Donc, au niveau du client GraphQL, en fait, on a un cache de données qui va permettre de gérer les données qu'on a reçues. Et c'est le framework qui va se charger des interactions avec le serveur. Donc, du coup, on voit que ça ressemble un peu à un store, ce genre de choses. Donc, sinon, la bibliothèque cliente, c'est Apollo. Donc, au niveau du workflow général, donc maintenant, on a notre cache local. Euh, donc, on va pouvoir faire un wash dessus, donc en gros, pour être notifié des modifications. Et on va pouvoir appeler soit des queries, soit des mutations. Mutation, c'est pour modifier des éléments via GraphQL. Donc, lui, il va faire des appels serveurs, mais il va également modifier le cache local. Donc, du coup, on voit bien que ça fait un peu double emploi d'utiliser GraphQL avec une autre technologie de store, comme NGRX, ce genre de choses. Donc, souvent, quand on fait du GraphQL, ça amène le store, la librairie cliente amène le store en lui-même via ce cache local. Donc, mais par contre, après, on peut toujours utiliser les smart components, composants de présentation, ce genre de choses. Les techniques restent assez similaires. Donc, voilà pour la présentation. Donc, en conclusion, donc on a des problématiques au niveau de la communication entre composants. C'est-à-dire que quand c'est des communications parents-enfants, c'est géré nativement par les composants, hein, via les inputs ou les props et les outputs. Par contre, quand on n'est pas dans le même bras du graphe d'objet, du coup, il faut passer par une autre technique pour faire communiquer les composants en eux. Et utiliser un store, c'est une manière d'avoir ce genre de choses. Donc, utiliser un store, c'est bien quand les applications grossissent, de mon point de vue. Après, puisqu'en fait, on a besoin de gérer euh, un endroit unique où les données sont centralisées et qui impactent les autres parties de l'application. Si par exemple on a une liste de messages, il y a et dans les headers un petit bouton avec la notification, pour que les deux soient synchronisés, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux messages et la liste des messages, on dispatche à un endroit et les deux sont mis à jour puisqu'ils écoutent le store directement. Donc on a également la nécessité de structurer les traitements pour que ce soit maintenable et puis que ce soit lisible, hein. Je pense que vous êtes familiarisé avec ce genre de choses. Et il y a également différentes technologies qui permettent de mettre en œuvre ce genre de techniques, enfin, mettre en œuvre les stores. Donc j'ai fait un comparatif assez rapide. Enfin, après, c'est subjectif, hein. Mais vous voyez qu'en gros, au niveau structuration, Redux, NGRX, c'est assez bien par rapport à ça. Par contre, il y a pas mal de code en plus qui est nécessaire à ce genre de choses. L'apprentissage est quand même élevé, la simplicité aussi un peu. Euh, Après, au niveau Mobix, c'est GraphQL, donc c'est plus simple à mettre en œuvre. L'apprentissage est plus ou moins facile. Mobix, c'est assez facile à mettre en place, c'est assez simple. Et donc après, il faut voir au niveau popularité et tooling. Oui, je ne vous ai pas parlé du tooling, hein, pour Mobix. Alors, il y a un outil, mais les dernières versions, il y a des soucis de rafraîchissement parce qu'il y a des breaking change au niveau des dernières versions de React Mobix. Donc, du coup, on ne peut pas visualiser le store, ce genre de choses. Donc, mais bon, il y a bien des outils. Donc, pour aller un peu plus loin, donc, ouais, il y a des comparatifs. J'aime bien le site State of JS qui montre un peu différents critères de comparaison qui sont assez judicieux. Et donc, quelques vidéos aussi que je trouve pas mal. Donc, la vidéo dont je vous parlais de Facebook, où ils décrivent les changements de façon de faire au niveau des architectures d'applications web, hein, donc, ce qui a donné le pattern flux et Redux. Et puis aussi un article sur comment utiliser un store et pourquoi. Donc, au final, quoi choisir dans tout ça? En gros, ça dépend de la taille et fonctionnalité des projets, ça dépend de la taille de l'équipe. Mais en gros, sur des petits projets, souvent Mobix, c'est suffisant euh, et ça permet d'aller rapidement pour monter des projets. Et si on a des projets qui sont plus gros, avec plus de personnes qui sont dessus, souvent c'est bien d'avoir quelque chose de plus structuré avec soit du Redux ou du NGRX, soit du GraphQL. Donc, moi, j'ai essayé de vous donner un peu les éléments, vous montrer un peu des exemples de code, comment
mettre en œuvre ce genre de ce genre de choses, pardon. Mais après, il faut voir au cas par cas comment les choses peuvent, peuvent être mises en place et dans quel cas utiliser quoi sur vos projets. Donc voilà pour moi. Je sais pas, oui, je sais pas s'il y avait des questions. Ah, s'il y avait une question de Paul, je crois. Alors, comment votre store gère les web services en JSON? Alors, Mobix, ça gère JSON entre guillemets nativement, hein, parce que c'est des objets JavaScript. Les web services, en fait, le store ne va pas les gérer. Par contre, comment dire, vous allez faire vos requêtes. Je ne sais pas si j'ai toujours la Mobix. Je vais me remettre sur React. Non, ça sera bien aussi. Ouais. Enfin là, c'est l'HTTP client d'Angular, mais on voit que, en gros, c'est à nous d'utiliser une librairie pour faire les appels, quoi. Et après, on récupère les infos. Les infos, ça peut être du JSON ou ça peut être du XML, ce qu'on veut. Et à partir de ça, on positionne ces données sur une propriété du store. Et c'est lui après qui est mis à jour, quoi. Donc après, c'est pas le store qui va gérer les web services, quoi, dans le sens où c'est vous qui avez la main dans votre application pour faire les appels et extraire les données de la réponse pour bien les stocker dans le store. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, et les problèmes de cross-origin? C'est Paul qui nous pose la question à l'instant. Ça, c'est pareil, hein. C'est pas, c'est pas vraiment une problématique des stores. Moi, les cross-origin, alors l'API que j'ai utilisée, c'est vraiment un truc mock tout bête, quoi. Mais tu vois que j'ai défini CORS, et du coup, je positionne les en-têtes pour que le browser accepte les requêtes qui ne sont pas sur le même domaine, quoi. Enfin, moi, c'est le même port, mais ça marche aussi sur un même domaine. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui est... Enfin, CORS, souvent, c'est une problématique qui est à gérer côté serveur même, puisqu'il faut envoyer les bonnes requêtes pour autoriser le navigateur à accepter les requêtes qui ne sont pas sur le même domaine. Donc c'est une problématique qui est un peu en dehors du store.